Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. La, J'allais dire que des Réunionnais se motivent, s'activent pour voir qu'est-ce qu'on peut changer dans la société réunionnaise, pas seulement au niveau de la culture, mais aussi au niveau de l'administratif, au niveau de la constitution, qu'est-ce qu'on peut faire bouger. Et c'est un travail de longue haleine que certains mènent depuis des décennies. Et est-ce qu'on va avoir un petit résultat à court terme ou à moyen terme ou à long terme? On va discuter avec Jean Chatiane. Bonsoir. Bonjour, Et bonsoir. on va parler aussi avec Éric Ismaël. Alors, Bonsoir, Gismi. Éric Ismaël est président de Pangar. Ouais. Et vous êtes membre de Pangar. Il est Secrétaire. secrétaire. Secrétaire de Pangar. Alors, donc, la question, c'est, je disais que on cherche à trouver des moyens pour faire évoluer la Réunion. C'est la démarche? Oui, vas-y, Georges. Oui, tout à fait. Quand on dit évoluer, bon, il y a plein de sens derrière le mot évoluer, hein. Tout le monde évolue. Ce sont les évolutions qui nous occupent chaque jour, mais c'est dans le bon sens en fait qu'on pense, c'est-à-dire de retrouver notre manière de vivre, notre façon de vivre, l'équité aussi entre nous. Et de se pencher aussi sur certaines inégalités, certains droits à réparation par rapport à des afro-descendants, par exemple, qui représentent la classe sociale, je ne le dis pas en stigmatisant personne, mais qui représentent une classe sociale relativement basse dans la société réunionnaise. Retrouver ou trouver. Parce que c'est pas que d'avoir une vision passéiste, hein, que d'essayer de revenir à quelque chose où la raison prime, où l'humain est au centre. Parce que, en fait, si les choses se passaient bien, on n'existerait pas. Pangar n'aurait pas lieu d'être. Et pourtant, on est là. On est là parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. On parlait des inégalités. Le coût de la vie n'a cessé d'augmenter depuis des années. Depuis Pompidou. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Hein. Alors, chaque année, ce serait donc à en partir 60... de Gaulle démissionne en 1969. Voilà, donc on est dans les années Pompidou 70. était élu en 1969. Ouais. Pompidou, à ses vœux de fin d'année, dit l'année prochaine sera difficile. Et tous les présidents, chaque année, nous disent que l'année prochaine va être difficile. Mais quand est-ce que ça va s'arranger? Donc, est-ce qu'on accepte d'être dans un système qui nous a servi comme ça ou pas? C'est une question que je pose à vous deux. Est-ce que dans la manipulation de masse qui est mise en place depuis des décennies dans le monde, est-ce que ceux qui ont de l'argent, qui ont le pouvoir, est-ce que ces gens-là sont prêts à laisser le peuple mondial libre et choisir son destin? À votre avis? Alors, nous ne sommes pas dans leurs petits souliers pour savoir ce qu'ils prévoient pour nous, pour le peuple. Ouais. Nous avons chacun notre ressenti et notre niveau de conscience par rapport à ce qui se passe ailleurs. C'est vrai que nous, on est plutôt centré sur la Réunion, mais si on prend une dimension mondiale, ce sont des choses qui doivent aussi nous interpeller. Ces gens-là qui nous gouvernent, je n'ai pas l'impression, du moins, il n'y a pas des preuves tangibles qu'ils sont là pour servir le peuple. La question de la vérité, elle est pas claire, quoi. Elle est pas claire. Quand l'État français dit que le nuage de Tchernobyl s'arrête aux frontières de la France, bon, il y a quand même un problème. Alors que les pays alentours, eux, ont pris certaines dispositions pour ne plus que les gens mangent des légumes, aillent à la cueillette aux champignons, etc. C'est-à-dire que, comme on ne peut pas gérer, c'est pas quelque chose qui est voulu, hein. Donc là, on n'est pas dans le complot, là. Hein. Ça arrive, c'est un accident. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne fait rien. Tout va bien. Et le pire, c'est que j'avais déjà discuté avec quelqu'un qui était chargé de sécurité et qui me disait que c'est vrai qu'en cas de problème majeur, et il y en a eu, je ne peux pas les citer, mais l'État n'a rien fait parce que l'État n'avait pas les moyens de répondre à la sécurité de la population. Alors,
si on regarde au niveau de l'Europe et en général et de la France en particulier, on voit que les systèmes mis en place, là, que ce soit le fédéralisme, que ce soit un système présidentiel, on voit que les systèmes ne donnent pas les effets escomptés. Est-ce que, à partir de ces exemples-là, la Réunion peut trouver un système qui lui sied? Nous sommes dans une position intermédiaire, en fait. De Nous co-construction. ne sommes pas directement liés à l'Europe. Nous ne participons pas aux décisions qui se font à Bruxelles. Nous sommes sous la coupe, du moins jusqu'à présent, de l'autorité française. Donc ce sont eux qui négocient ou pas, ou qui négocient mal les affaires au niveau de l'Europe. Nous, on ne fait que, entre les guillemets, recevoir les dividendes s'il y en a pour tel ou tel projet. Pour nous, l'Europe, et c'est un mal, c'est assez abstrait, c'est lointain. C'est comme une deuxième mère patrie qui veille sur nous. Mais chacun a son idée sur cette construction européenne. Et une majorité de Français ne l'a pas voulu. Aujourd'hui, on en pâtit, on en prend les conséquences. Et les décisions de Bruxelles ne sont pas toujours bonnes pour tout le monde. On n'a pas choisi cette Europe. On a eu un référendum, on n'a pas voulu y aller, les Français, hein, et tout compte fait, on y est. Donc il faut quand même se poser la question, est-ce qu'on va gober sans bouger les directives européennes, notamment celle de l'agriculture, par exemple, qui mettent les agriculteurs dans la rue, ou pas? Est-ce que l'Europe laisse une marge de manœuvre aux régions pour adapter ces mesures? Oui et non. Alors aujourd'hui, Pangar propose un projet et travaille sur un projet, et l'objectif, c'est de construire une autre société réunionnaise. Alors, il y a plusieurs projets, en fait, qui se font au gré des alliances, au gré des partenariats avec d'autres associations, d'autres collectifs. Pangar n'a pas vocation à tout faire, à tout produire. Mais là où nous nous positionnons, c'est dans le rapport de force, de manière à pouvoir intégrer des lieux de décision, discuter avec les élus, leur proposer des solutions et des alternatives. Donc, des projets, oui, on en a. Il y en a déjà qui sont en cours et il y en a d'autres qui vont venir. D'accord. Alors, les discussions ont commencé. Alors, manifeste réunionnais par le peuple, pour le peuple. Alors, ça, c'est un document avec combien d'articles? 12. 12 articles. Alors, le premier article dit, la réduction des inégalités par une meilleure répartition des richesses afin d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages défavorisés au sein du peuple réunionnais. On a l'impression de lire l'article premier d'un document du Parti communiste. Et pourquoi pas? Je ne sais pas. Non, évidemment. Ces idées-là qui sont simples, la réduction des inégalités, mais qui est contre? Oui, mais le problème, c'est ceux qui sont riches ne veulent pas partager. Ceux qui ont l'argent, ils ne veulent pas le partager. Ils veulent toujours s'enrichir. Le problème, c'est qu'ils ont non seulement l'argent, mais ils ont aussi le pouvoir. Ouais. Et c'est là que ça pêche. C'est là, à partir des années 80, quand ceux qui avaient de l'argent ont pris aussi le pouvoir politique. Avant, le pouvoir politique essayait d'imposer à tout le monde la même chose. Aujourd'hui, le pouvoir politique est à la solde et à la botte de ceux qui ont de l'argent. Même les médias. Même les médias. Les grandes chaînes de télé, les grands journaux appartiennent... C'est beaucoup plus simple que ça. Ces médias appartiennent à ces personnes-là. C'est ce que j'étais en train de dire. Mais attention, on ne dit pas qu'il ne faut pas avoir d'inégalité. De tout temps, la société a été comme ça. Oui, c'est vrai que le communisme, c'est un nivellement. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, l'objectif. On est déjà différents. Hein, donc l'objectif, c'est bien la réduction de ces inégalités. On a constaté depuis la crise, la pandémie mondiale, que ces inégalités se sont accentuées, se sont accrues. Alors les raisons sont multiples. Peut-être qu'à ce moment-là, il y avait une partie de la population qui était défavorisée par rapport à une autre.
parce que obligé d'être confiné, perte d'emploi, etc. Tandis que notre parti, peut-être, a su tirer son épingle du jeu. Nous, on ne dit pas qu'il faut, comme disait Eric, il faut tout niveler à la moyenne. On n'a rien contre les riches. S'ils ont travaillé, s'ils ont gagné honnêtement leur vie, s'ils ont des capacités pour le faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous ne sommes pas jaloux de leur fortune. On ne va pas demander à un médecin qui a fait 8 années d'études de gagner la même chose qu'un maçon. Voilà. Quoi. Mais nous sommes obligés de constater que ces inégalités qui sont croissantes, en fait, pèsent sur la population la plus fragile. Alors, l'article 1, c'est la réduction des inégalités. L'article 2, c'est de lutter contre la pauvreté par la prise de mesures immédiates pour les plus précaires. La prise immédiate de décision pour les plus précaires, c'est toujours d'assister ceux qui sont dans le besoin, les précaires, les plus fragiles. Est-ce que ça, c'est pas une décision à double tranchant? Non, mais là, il y a une urgence. Oui. Si vous voulez, nous, dans Panga, nous sommes sur plusieurs niveaux. Dans le court terme, moyen terme, long terme. Donc, quand on dit réduction d'inégalités, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir éduquer les gens, les sensibiliser, etc. Mais quand on dit élimination de la pauvreté, ça, c'est du court terme, c'est immédiat. C'est comme si on parlait de vie chère, par exemple. On doit prendre des mesures immédiates. On ne le fait pas, ou on le fait mal, ou pas suffisamment, peut-être. Mais en tout cas, il faut s'y pencher sur ce problème-là. Alors, éradication de la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus supporter de voir des gens sans aucune ressource le 10, le 15 du mois. De voir des gens mendier de plus en plus dans la rue. De se retrouver à la rue parce qu'ils perdent leur emploi. Et à partir du moment où ils perdent leur emploi, il y a tout un enchaînement vers la déchéance. Oui, on perd son logement. Souvent, c'est l'éclatement familial parce que les ménages ne tiennent plus. Les enfants, là-dedans, je ne sais pas ce qu'ils deviennent. L'homme ou la femme se retrouve isolé et précaire. Et ce n'est pas juste un ressenti, un a priori. Le nombre de demandeurs au Resto du Cœur a considérablement augmenté. Les chiffres sont là. Après, on peut dire, moi, je mange à ma faim. Je suis tranquille. Ou alors, on se dit que cette situation est anormale. À Saint-Denis, le nombre de SDF que je ne connaissais pas, ces gens-là, ils étaient certainement insérés dans la société. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Quand quelqu'un a faim, là, maintenant, tout de suite, je pense à l'appel de l'abbé Pierre lors de l'hiver 54. Que faisons-nous là, tout de suite? Nous avons un devoir de solidarité. Évidemment, après, il y a une reconstruction économique, un soutien apporté sur le long terme à cette personne. Mais là, tout de suite, elle a faim. Alors, ces deux mesures, elles sont sociales. C'est un appel à la solidarité ou ça doit être une décision politique? Tout à la fois, moi je dirais tout à la fois, parce que y a de la conscientisation derrière tout ça. C'est-à-dire que on ne peut pas du jour au lendemain s'inviter à la table des négociations dans les cellules départementales ou régionales et leur dire, ben voilà, écoutez, maintenant ça suffit, il va falloir faire ça, ça, ça et ça. Non, nous n'avons pas cette autorité-là sur la place, mais il va falloir conscientiser ces gens-là, enfin quand je dis ces gens-là, ce sont les élus, c'est le pouvoir public, sur les urgences, les mesures urgentes à prendre. On ne met pas, ça tout le monde le sait, un pansement sur une jambe de bois. Les choses ne vont pas se décanter comme ça sur un coup de tête ou sur un claquement de doigts. Il va falloir bien monter les dossiers, sensibiliser le pouvoir public sur les nécessités à faire, peut-être leur donner aussi quelques pistes, mais moi je dirais que ça fait partie de leur travail, de penser au bien-être de la population. Mais s'ils géraient correctement la cité ou le pays, on n'aurait pas encore une fois de raison d'exister. C'est parce que nous constatons des différents travers dans la gestion de notre pays que nous nous mettons en marche. On ne peut pas rester insensible à ça. Il est du devoir de chacun d'avoir une conscience et de ne plus être un mouton. Quand on a une décision politique, quelle qu'elle soit, on doit l'analyser et pas se dire que comme c'est une autorité supérieure qui la décrète, alors ça doit être bon pour moi. Okay. Hier, notre président de la République est en train de nous préparer à la guerre en disant qu'il faudra tôt ou tard que les Européens aillent sur le sol ukrainien.
Mais il y a quelques années, une déclaration de guerre, parce que là c'est une déclaration de guerre à la Russie, hein. C'est très très clair. Des soldats français qui vont en Ukraine, c'est une déclaration de guerre à la Russie. Mais les gens, le lendemain, auraient été dans la rue pour dire non à la guerre. Et ça passe comme une lettre à la poste, un entrefilet entre d'autres nouvelles. Est-ce que moi, je veux que mes enfants aillent à la guerre? Est-ce que j'ai envie de vivre une guerre? Non. Moi, je le dis ouvertement, non. Donc, je me mets en opposition face au pouvoir politique. C'est à chacun de dire s'il agrée ou pas les décisions des hommes et femmes politiques. Nous ne sommes pas des êtres soumis. Rappelons-nous, nous avons une conscience. Nous sommes le pouvoir, nous sommes le peuple. Et c'est le peuple, à ma connaissance, qui dirige. Juste pour revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, concernant la prise de position, est-ce que à la Réunion, nous devons, nous, puisque nous sommes hors cadre politique, et je dis bien nous sommes hors cadre, parce que je m'inclus dans la discussion actuelle, on est hors cadre politique. On est dans. Est-ce que c'est un appel, comme je disais tout à l'heure, à la solidarité, les restos du cœur? Est-ce que que les Réunionnais se solidarisent, chacun mette 1 euro dans la boîte pour que on puisse donner à manger à ceux qui en ont besoin? Ou c'est un combat politique qui commence aussi, et que à ce moment-là, il va falloir que se mette en place une démarche politique. Alors que l'on soit très clair, hein. Je te laisse finir la phrase. Non, ce que je voulais dire, c'est que ça dépend de comment on comprend le sujet. C'est ça. Parce que la politique, nous faisons de la politique. Bien évidemment. Dans Pangar, nous faisons de la politique. Alors, si on définit le mot politique, c'est gestion de la cité. D'accord? Et quand on dit faire de la politique aujourd'hui, dans un terme contemporain, c'est pas la même. C'est pas être sur le terrain, c'est être dans un débat constant pour savoir qui c'est qui va crier le plus fort ou qui va dire la plus belle phrase. Il faut absolument clarifier les choses. Nous n'avons aucune intention, ni Georges ni moi, de nous présenter à des élections, quelles qu'elles soient. Ça déjà c'est clair. Mais évidemment, dès lors qu'on monte une association humanitaire, par exemple, on fait de la politique, puis qu'on s'occupe de la vie des citoyens. Pangar, son essence, son ADN, c'est la défense des intérêts réunionnais. Évidemment, c'est politique. Et on entend bien faire partie du jeu politique. Alors, voilà. Mais est-ce que c'est une nouvelle façon de concevoir la politique? Alors, je ne sais pas. En tout cas, à ma connaissance, à La Réunion, il n'y a pas d'autres structures comme nous. Je peux me tromper, hein, il y a beaucoup d'associations qui œuvrent dans le bon sens, dans la sauvegarde des intérêts des uns et des autres, de la culture, de la langue, etc. Mais la position de Pangar, c'est de structurer justement tous ces mouvements, nous tous sommes ces généralistes, toutes ces associations. Il faut, à un moment donné, pouvoir se réunir dans un but commun, pour le bien commun des Réunionnais. Et c'est pour ça qu'on n'est surtout pas un parti politique, parce que dès lors qu'on dirait, comme tout à l'heure tu l'as dit, oui, ça ressemble au Parti communiste, ben ça voudrait dire qu'on éloigne... Non, j'ai pas dit que ça ressemble. Je veux dire, est-ce que c'est un petit peu la démarche du communiste qui décide de tout mettre en commun pour qu'il y ait un partage, pour que tout le monde soit au même niveau? C'était ça ma question. Si on devait se lancer en politique, ça serait se mettre à dos la moitié de la population. C'est surtout pas ça qu'on veut. C'est au contraire que les personnes qui soient conscientisées nous rejoignent pour pouvoir être force de proposition sur les sujets qui les intéressent. Donc, si je comprends bien, Pangar ouvre aujourd'hui un espace de rencontres, d'échanges, pour que la population, de manière générale, se retrouve autour d'un projet que vous allez décider ensemble. Alors, c'est pas un projet. En fait, dans Pangar, il y a plusieurs associations qui, elles, sont les fers de lance, si tu veux bien, de ce qu'il faut faire. Donc, personnellement, je ne sais pas ce que va être Pangar, quel va être son futur combat, mais nous sommes interpellés par telle ou telle association, et quand on voit que ce combat, il est légitime, il est juste, on lui apporte
notre soutien et puis on y va. Donc il n'y a pas de projet comme on pourrait l'entendre dans un parti politique. D'accord. Donc, alors, dans ce cas, quand vous dites la réduction des inégalités, lutter contre la pauvreté, à la mise en place de toute initiative amenant à plus d'autonomie et de souveraineté alimentaire et énergétique de production dans tous les domaines, de manière à réduire le volume de nos importations dans le cadre du développement durable, que vous vouliez ou non, là vous êtes sur un terrain politique. On est sur un terrain citoyen. C'est pas nous qui choisissons. D'accord. La problématique, elle est là. On a posé cette problématique sur la table, on en a débattu. Donc on a sorti 12 articles qui, chacun dans leur domaine, nous semblent justifiés. Et qui a fait l'objet de beaucoup de discussions pour arrêter ces phrases-là. Mais on ne choisit pas ça. Ce sont les personnes qui viennent qui disent « Ah, il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on parle de ça ». Et on s'est arrêté à 12, peut-être qu'il y aura un 13e article. On peut tout à fait constater dans nos prochaines sorties médiatiques ou réunions publiques tel ou tel homme politique venir intervenir. Nous ne faisons pas de distinction entre le fait qu'il appartienne à un parti ou pas. Seulement, il n'aura pas autorité dans le comité Pangar. Il ne pourra pas en être le porte-parole. Mais il pourra éventuellement énoncer s'il a un projet de vie, un projet de société qui nous intéresse tous. Alors, messieurs, puisqu'on n'a pas terminé, je vous propose de vous revoir demain sur ce plateau pour continuer cette discussion et pour permettre d'avancer un petit peu, d'une part, sur le manifeste réunionnais par le peuple et pour le peuple, et voir aussi, parce qu'au-delà de ça, quand on en vient à l'article 3, vous rentrez dans un champ citoyen, mais également de gestion de la cité, de la politique. On verra demain comment vous pouvez, j'allais dire, imaginer un autre cadre politique. Merci Éric Ismaël, président de Pangar. Merci à Georges Atienne, donc secrétaire de Pangar. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Anne, merci François. Je vous dis à demain.